R06. R06, la radio du pays niçois. La radio du pays niçois. Bonsoir. Bonsoir Mathieu. Bonsoir à tous. Bonsoir Mathieu, on est heureux de vous accueillir. Plaisir partagé. Alors, bien, si vous voulez bien, nous allons retracer le début de votre carrière. Vous êtes né le 22 novembre 1982 à Évreux dans l'Eure. Oui. Parlez-nous de vos débuts dans le football à Évreux à 5 ans. Vous jouez avec Bernard Mendy, ex-joueur du Paris Saint-Germain. Tout à fait. On a pris la première licence donc en 1988. Moi j'avais 5 ans et demi, Bernard 6 ans et demi parce qu'il en a plus que moi. Donc la LM Évreux, le club de notre quartier. On habitait tous à côté. Après il y a eu plein de joueurs qui ont fini professionnels également de la même génération, un peu moins connus, mais qui ont joué en Ligue 1 ou en Ligue 2 aussi. Puis après on a fait notre cursus à Évreux. On est parti à Caen. Et après Bernard est parti au PSG très très jeune. Et moi j'ai fait une carrière un petit peu différente de la sienne. Alors effectivement, vous avez été formé à Caen, vous jouez à Lille sous les ordres de Claude Puel, à Lyon, au Paris Saint-Germain avec Antoine Comboiré et Carlo Ancelotti, un petit passage à Saint-Étienne, et puis vous arrivez en 2013 à l'OGC Nice sous les ordres de Claude Puel. Alors, à cette époque, dans l'équipe, on retrouve David Ospina, Jordan Amavi, Nemanja Pecinovic, Timothée Kolodziejczak, Didier Digard, oui, l'actuel entraîneur de la réserve, Nampalis Mendy, Fabrice Abriel, Darius Vitalic, Eric Boteac, et surtout, vous inaugurez l'Alliance Riviera. Oui, alors pour revenir, Claude Puel, c'était la 3e fois que je l'avais. Je l'ai eu à Lille, je l'ai eu à Lyon et je l'ai eu à Nice. On s'est retrouvés ici. Vous avez cité quand même beaucoup de bons noms de l'OGC Nice, en tout cas sous ma période, et beaucoup de plaisir partagé avec mes coéquipiers. Alors j'ai eu la chance de découvrir ce stade pour le nouveau match, mais aussi la malchance de ne pas jouer au Ré avec le l'OGC Nice. J'avais affronté en tant qu'adversaire, c'était une ambiance particulière, un stade vraiment particulier pour toutes les équipes et compliqué de venir gagner ici. Mais j'ai découvert un nouveau stade avec une autre ambiance, une nouvelle aventure avec une équipe et des partenaires pour la plupart qui ont fait une très grande carrière derrière. Alors cette année-là, je crois que vous jouez la Ligue Europa, me semble-t-il. Non, cette année-là on finit 17e, après on finit 11 et après on se qualifie pour l'Europa League. C'est plus une saison de transition, on va dire. Eux sortaient de l'Europa League, ouais, parce que l'année d'avant ils avaient fini 4e avec Claude Puel et malheureusement ils se sont fait éliminer contre Limassol en tour préliminaire. Et moi je suis arrivé à la fin après le mercato, parce que j'ai signé le 11 septembre avec le PSG, c'était un peu compliqué la résiliation de contrat. Donc je suis arrivé en tant que joker médical au début septembre et malheureusement ils s'étaient fait éliminer en tour préliminaire. Donc oui, saison de transition, parce qu'avant ils avaient fait une grosse saison au Ré en terminant 4e, et vraiment très très belle saison, compliqué de venir jouer ici. Et d'après beaucoup de jeunes aussi, beaucoup à un moment donné, novembre-décembre, beaucoup de blessures de joueurs importants, oui, notamment David Ospina, Didier, Eric Boteac. Moi on avait tous malheureusement une entorse du genou, quasiment on avait tous le même problème au même moment. Donc difficile de prendre des points, puis finalement on s'est sauvé et après on a remonté le classement d'après, et ainsi de suite, jusqu'à finir en Europa League et mieux. Alors 2014-2015, toujours avec sous les ordres de Claude Puel, il y a les arrivées de Carlos Eduardo, d'Alassane Plea, Johan Cardinal, et effectivement il y a la vraie progression de l'équipe à ce moment-là. Oui, une belle équipe, des bons coups de la part des recruteurs, ça je recordais en tête, et Julien Fournier qui valide des dossiers. Vous l'avez dit, Carlos Eduardo, pour ceux qui se rappellent, auteur de 5 buts à Guingamp notamment. Un match mémorable, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui l'ont fait en championnat de France. La montée dans le groupe pro de Johan Cardinal, qui aura une carrière importante aussi à l'OGC Nice, à la Sampléa, pareil, important dans le projet, qui sera transféré quelques années après en Allemagne. Mais voilà, cette année-là, on termine de mémoire 11e, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Et on continue, voilà, tous les jeunes prennent un an de plus, prennent de l'expérience, prennent de la confiance, et le club avance. 2015-2016, il y a l'arrivée de Michael Le Bihan, Paul Bess, Valère Germain, Vincent Cosiello, Jean-Michel Seri, Athènes Ben Arfa, qui inscrit 17 buts, je crois. Et vous avez le brassard de capitaine qui vous est donné par Didier Digard. C'est une très très belle saison. Là, vous finissez 4e. On s'est régalé. On s'est régalé. Je pense que tous les gens présents, s'ils étaient au stade, ils ont pris beaucoup de plaisir cette année-là, comme nous sur le terrain. Un système différent, avec un 4-4-2 losange fait pour Athènes, Ben Arfa, pour qu'il puisse jouer au meilleur de jeu. Vous avez oublié Valère Germain dans la liste, qui a fait une saison importante. Athènes, je crois que c'était 16 buts. Voilà, on s'est régalé au milieu de terrain. Vincent a fait une très grosse saison. Jean-Michel Seri, Papi Mendy, pareil. Ricardo Pereira, Jérémy Pied notamment sur les côtés. Une saison fantastique. On termine 4e, mérité. Je pense même avec un peu de réussite, on peut faire mieux.
postulé pas loin de la Champions League. On a beaucoup de plaisir. Mais on l'avait senti dès les matchs de préparation. J'allais vous demander. Pour ceux qui se rappellent, on avait joué notamment Galatasaray et alors je confonds toujours, je crois que c'est Beşiktaş, mais je suis pas sûr. Ou Fenerbahçe, un des deux. Et on avait gagné 4-0 et 3-0. Et on s'était demandé si c'était les Turcs qui étaient mal préparés et nous qui étions vraiment en forme. Et au final, c'était nous qui étions vraiment en forme. En clair, dès lors qu'on fait une bonne entame de préparation, ça conditionne toute la saison de façon générale? Non, pas spécialement. Après, c'est toujours mieux de prendre des points dès le début, mais c'est surtout que il y avait une équipe fantastique. J'ai eu le débat sur RMC cette semaine avec un auditeur qui me dit oui, vous avez une équipe moyenne cette année-là. J'ai dit je peux pas être d'accord avec toi. Parce que quand on voit la carrière des joueurs, Ricardo Pereira aujourd'hui c'est à Leicester, c'est international portugais, Tembe Marfel a fait une saison extraordinaire, Alassane Plea est un très bon joueur, Valère Germain un très bon joueur, Nampalys Mendy vient de remporter la CAN avec le Sénégal, Jean-Michel Seri fait une excellente carrière aussi, et j'en oublie malheureusement sûrement certains, les jeunes aussi qui les jeunes joueurs aujourd'hui, si vous vous rendez compte aujourd'hui les joueurs qui jouent par exemple en Angleterre, que ce soit Neil Mopé, que ce soit Saïd Benrahma, pardon. Oui, Bossetti était là aussi, oui, c'est vrai. Mais là, j'étais sur les Anglais, excusez-moi, qui aujourd'hui font des beaux joueurs alors de West Ham ou de Brighton, étaient des joueurs qui étaient dans le groupe, mais qui jouaient pas ou peu. Donc c'était pour dire aussi la qualité de cet effectif. Par contre, en Ligue Europa, on ne sort pas des poules. Il y avait, rappelons-le, Schalke 04, Salzbourg, Krasnodar. Ça, c'est l'année d'après. C'est l'année d'après, celle-là? C'est l'année d'après, c'est quand Athènes part. Là, c'est l'année que vous parlez, c'est quand il y a notamment Mario Balotelli qui arrive, Younes Belhanda. De mémoire d'Albert, qui doit arriver cette année aussi. Qui démarre aussi après le match contre Rennes. On ne sort pas des poules, c'est vrai, mais une grosse expérience aussi pour pas mal de jeunes joueurs qui apprennent. Avec Lucien Favre. Hein. Avec Lucien Favre, tout à fait, on pratiquait un jeu extraordinaire. À la trêve, on est premier. Notamment, il faut s'en rappeler, où on joue vraiment très très bien, on marque beaucoup de buts et tout, on prend beaucoup de plaisir aussi. Jusqu'à la fin de l'hiver, même si ma mémoire ne fait pas défaut, non? De quoi? Premier, même jusqu'à la fin de l'hiver. Je suis parti début janvier. Donc après, on partir à l'histoire de Nice et c'est plus. Pardon. Mais on a beaucoup de plaisir. En Europa League, Lucien Favre donnait beaucoup de temps de jeu aux jeunes, ou ceux qui jouaient un peu moins. Il y a eu des débuts notamment réguliers de Boskali, des joueurs comme ça qui aujourd'hui jouent à la Champions League au PSV Eindhoven. Et ça a permis à tout le monde d'élever son niveau. Et voilà, d'avoir une concurrence encore accrue et un championnat d'aller très loin. Alors, le Mathieu Bodmer, joueur, on le connaît bien, mais ce qu'on sait un petit peu moins bien, c'est que peut-être il a joué un rôle prépondérant pour les arrivées à la fois de Ben Arfa et de Balotelli à Nice. Un petit peu. Expliquez-nous. Encore plus pour Athènes que pour Mario, mais bon, Athènes, l'histoire elle est assez simple et assez courte. C'est qu'avec Athènes, on a joué ensemble à Lyon en 2007-2008, donc on est resté toujours en contact. Comme un petit frère, j'ai envie de vous dire, parce qu'il a 50 ans que moi, donc il était souvent chez moi, etc. Et donc ma deuxième saison ici, où c'est un petit peu compliqué au point de vue du classement. Au mois de décembre, je vois une photo d'Athènes sur les réseaux sociaux, dans un Five sur Paris, et où j'apprends qu'il vient de résilier son contrat à Hull City. Donc j'avais pas suivi qu'il avait résilié son contrat la semaine d'avant, donc je l'appelle, je dis voilà, apparemment t'as son club. Qu'est-ce que tu vas faire? Il me dit écoute, j'ai pas grand monde qui veut de moi, etc. pour diverses raisons. Je lui dis est-ce que l'OGC Nice ça peut t'intéresser? Moi, connaissant le joueur, la plus-value sportive et surtout l'homme, moi je savais que je pouvais le gérer tout seul. Il me dit oui, pourquoi pas, rejouer avec toi ça peut être intéressant. Je dis écoute, demain j'en parle au président, je joue contre Saint-Etienne à domicile, on a fait 0-0, donc à la fin du match je vois le président. Je dis voilà président, je sais pas si ça peut vous tenter l'idée. Mais il y a Tembe Marfel qui a envie de venir tenter l'aventure avec nous et nous aider pour remonter l'équipe au classement. Il me dit écoute, moi je suis emballé par le joueur, j'aime bien la personne, j'en parlais avec le coach, j'en parlais avec Claude Puel, le moment ça a été validé par tout le monde. On a fait une réunion téléphonique et puis c'est comme ça qu'Athènes est arrivé au démarrage au mois de janvier, qui s'entraînait 2-3 semaines mais il n'a pas pu être qualifié parce qu'il avait déjà joué dans 2 clubs. Et au final il a donné sa parole au président pour revenir au 1er juillet l'année d'après, il a tenu sa parole, au 1er juillet il était là et puis il a fait la saison extraordinaire dont tout le monde se rappelle. Effectivement, donc un grand rôle qui a été joué par Mathieu Bodmer et puis par le Balotelli, parlons-en un petit peu. Mario c'est un peu différent parce que de base je ne le connaissais pas, il jouait à Liverpool avec Mamadou Sakho, donc je suis très proche et ma mère m'appelle un jour, me dit voilà il y a Mario qui cherche un club, il aimerait bien venir en France, moi je lui ai parlé de toi, je lui ai parlé de l'OGC Nice, je lui ai dit que tu étais proche du président, que tu pouvais l'aider, que tu avais aidé justement Athènes à signer, il connaissait de l'Angleterre, comme quoi le monde du football est très petit. Donc d'abord j'en parlais avec Mario, j'ai dit voilà est-ce que ça peut t'intéresser? Il me dit oui je suis intéressé, sachant qu'il a une vie familiale en Italie, ça le rapprochait de chez lui aussi. Et pareil, je vois le président, je dis voilà président, il y a Mario qui a envie de tenter l'aventure, est-ce que vous êtes capable de refaire un deuxième coup? Parce qu'il faut se rappeler qu'à l'époque Mario c'est compliqué, il a mis un but en 2 ans, que pas grand monde en veut, que tout le monde dit qu'il est ingérable.
Et c'est là où il faut respecter le président River, ce qui me dit moi j'ai peur de personne, je retente le pari. Et au final, tout le monde se rappelle aussi de la saison qu'il a pu faire. Après, ça a été plus long qu'à thème. Ça a duré 2-3 semaines de négociation. Il a fallu convaincre Mario, convaincre son agent, convaincre le coach. Et au final, on a réussi. Alors, parlons à présent de votre présidence à Évreux, puisque vous avez pris la présidence en juin 2009. Oui. Rappelons effectivement, vous l'avez gardé 4 ans. Vous avez toujours dit redonner au club ce qu'il vous a donné. Oui. Oui, tout à fait. Alors pareil, c'est au démarrage, c'est une anecdote et puis qui se transforme en une belle histoire. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, je crée un événement à Évreux, Évreux Foot Live à l'époque, où j'invite une quarantaine de gens professionnels, des artistes, des chanteurs, etc., à but caritatif, donc pour donner à toutes les assos de chez moi. Et en fait, dans le journal, j'explique qu'un jour, j'aimerais bien revenir au club et l'aider. Le maire de la ville m'appelle, me dit voilà, on a un problème de présidence dans 2 clubs. Est-ce que ça t'intéresse? Je lui dis pourquoi pas, mais il faut que je monte un projet, savoir à qui je m'entoure. Donc je mets un petit mois à monter mon projet. Et au final, on fait une fusion, c'est-à-dire qu'on dissout les 2 clubs, la LM Évreux et l'Évreux Athletic Club. Et on crée le FC 27 en 2009, juin 2009, et co-président avec Bernard Mendier. Et en janvier 2020, le stade d'Évreux est renommé le stade Mathieu Bodmer. Tout à fait. Quel effet ça fait aujourd'hui de son vivant de voir un stade portant son nom? Ça doit être quelque chose de... c'est ma plus grande fierté. Ah j'imagine. La vérité elle est là, c'est-à-dire que j'ai eu la chance de jouer dans des bons clubs, de gagner des trophées, mais quand le stade de votre ville, c'est-à-dire que chaque jour quand vous passez devant ou les gens passent devant, c'est votre nom. Donc c'est une fierté pour moi, pour mes enfants, pour ma femme, pour ma famille, parce que c'est le stade où j'ai démarré le foot il y a très longtemps maintenant. Mais c'est le stade où beaucoup d'enfants jouent tous les jours, et ça c'est un réel plaisir. Alors, on va parler de l'après-carrière, Mathieu, si vous me le permettez. Donc, vous commencez donc comme consultant sur Téléfoot, puis suite à l'arrêt de la chaîne, vous êtes recruté par Amazon Prime. Vous êtes également consultant pour RMC. Vous l'avez dit, vous œuvrez pour des œuvres caritatives. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui du métier de consultant? Beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir. Alors après ça a commencé à Téléfoot, malheureusement comme tout le monde le sait, l'histoire s'est terminée un peu trop tôt. Vous faisiez un bon duo avec Paul, rappelez-moi son nom. Paul de Saint-Sarnin. Ah oui, c'était magnifique. C'était un duo humoristique ça. Il était bon. Une super équipe, voilà, j'ai eu la chance de démarrer dans ce métier-là avec ce que je considère quasiment comme les meilleurs journalistes, c'est-à-dire Smaïl Bouabdella, Julien Brun, Luigi Collange notamment. Donc d'apprendre ce métier-là avec la crème de la crème, c'était très simple. Et puis surtout de démarrer, parce qu'on avait beaucoup d'émissions en plateau, avec que des amis, Nicolas Duchesse, Benoît Chéroux, Christophe Jallet, que des joueurs avec qui j'avais joué pendant plusieurs années et avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui. Malheureusement, il y a un an, hier c'était un an, la chaîne a été dissoute parce que les droits n'ont pas été payés malheureusement. Et puis après j'étais recruté par Amazon en télé et RMC en radio. Donc voilà, ça se passe bien, beaucoup de plaisir. J'ai la chance de tous les week-ends de voyager, d'aller dans les stades, de voir des bons matchs de football parce qu'on a quand même une saison qui est plutôt intéressante avec beaucoup de buts, le retour des supporters au stade où on prend beaucoup de plaisir. Et la semaine, voilà, je fais la radio sur des débats un peu... C'est un métier différent mais où j'apprends aussi à construire mon argumentaire et ça c'est important. Comment dirais-je, aujourd'hui, si j'ai dit Mathieu Bodmer, puisque vous êtes proche du terrain, dans un club dans le futur, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut envisager? Non, c'est mon souhait. Je l'ai dit, je le répète, aujourd'hui je suis consultant, j'ai la chance de... Encore une fois, là, pendant 20 ans j'ai vécu de ma passion en jouant au football. Là je vis de ma passion en commentant des matchs de foot et en parlant de foot quasiment tout le temps. Donc déjà ça n'a pas de prix. Quand on se lève le matin et qu'on est payé pour effectuer sa passion, c'est magnifique. Je le souhaite à tout le monde. Mais mon souhait premier reste de retourner dans un club et d'être au quotidien dans un club de football. Dans quel type de poste? Le recrutement. Le recrutement plutôt? Oui, recrutement, directeur sportif, quelque chose comme ça. Peu importe l'appellation, le plus important c'est de travailler au quotidien. On va parler un petit peu de votre venue ce soir ici. Quel ressenti avez-vous sur le fait que le club met toujours des anciennes gloires à l'honneur? C'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Malheureusement, je critique souvent le PSG. Vous savez que j'ai un lien particulier avec le PSG. Et je trouve que beaucoup de clubs français, notamment le Paris Saint-Germain, oublient souvent le vécu des anciens dans leur club. Et c'est la différence avec le GC Nice. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je viens ici, je suis accueilli comme dans ma famille. Par le président, par Virginie, par le coach, par les supporters, par qui vous voulez même dans la ville. Et c'est gentil, merci. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix parce qu'on a une histoire commune, il faut respecter le club, il faut respecter ses couleurs et je pense que quand on l'a fait, c'est bien aussi. Alors il y a des anciens comme moi qui ont joué il n'y a pas très longtemps, puis il y a des anciens qui ont fait des belles choses il y a quelques années aussi, qui ont été mis en avant. Et je pense que c'est important pour tout le monde de jamais oublier comment un club s'est construit. Le club va rester,
mais il y a des gens chaque jour qui ont œuvré pour ça. On va passer un petit peu aux questions, si vous en avez dans le public, pour Mathieu. Bonsoir Mathieu, Eric. Alors moi, je voulais savoir comment tu as vécu l'arrêt brutal de la chaîne de téléfoot. Parce que moi, j'ai été abonné, j'ai beaucoup d'articles comme quoi ça allait finir, pas finir, on était un peu dans le flou total, mais quand on travaille à téléfoot, et ensuite on apprend subitement l'arrêt d'une chaîne que j'ai connue petit, malheureusement aussi, comment on le vit de l'intérieur? Ben écoute, la grande difficulté, c'est qu'on était comme vous, on n'était pas au courant de ce qui se passait, parce que c'était pas une société française derrière, c'était une société espagnole comme tout le monde le sait, et on l'a pas su, on l'a appris dans les journaux, voilà, et puis après on nous a dit ça va s'arrêter, mais on ne savait pas quand. Alors je pense qu'il est important de souligner, c'est le respect que je peux avoir pour évidemment mes collègues consultants, mais tous les techniciens qui ont perdu leur travail ce jour-là, mais qui ont fait le travail pendant 1 mois et demi, 2 mois, parce qu'on l'a pris début décembre, on a tenu jusqu'au 8 février pour Marseille-PSG, sans savoir du jour au lendemain ce qu'on allait faire. Alors pour les consultants, encore une fois, je redis, on avait moins de pression, parce qu'on a tous une carrière de footballeur, et donc on a un petit peu d'argent de côté en général, plutôt que ceux qui se lèvent tous les matins pour aller travailler et qui ne savaient pas ce qu'ils allaient faire. Surtout que l'arrêt brutal, c'était en cours de saison, donc compliqué de retrouver un contrat d'ici la fin de saison. Et puis derrière, on ne savait pas qui allait reprendre les droits TV. Donc compliqué pour tous les techniciens, mais qui ont fait le travail jusqu'au bout, certains consultants, certains commentateurs, certains chroniqueurs qui ont eu du mal. Il y a plein de gens qui se sont dispersés. Alors, sur Amazon aujourd'hui, la chaîne où je suis, j'en ai retrouvé pas mal et je suis très heureux. Malheureusement, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y en a toujours qui sont un peu sur le bas-côté, ça c'est toujours triste. Bonsoir Mathieu, Christian. Tu as marqué quelques buts avec Nice. Pour toi, c'est le plus beau? Est-ce que c'est ta talonnade? Non, je dirais mon but contre le PSG. Parce que la talonnade contre Lille a été hors jeu quand même. Ah, mais le but avait été validé. Heureusement qu'il n'y avait pas la VAR à l'époque. Il a été refusé. Non, contre le PSG, je pense, parce que c'était un extérieur du pied. C'était contre le PSG. Voilà. Et avec quel joueur tu t'entendais le mieux dans le club? Si tu as une petite anecdote sur... Il y en a plein évidemment. Bon, un thème quand il est passé ici. Après, je me suis très bien entendu avec Johan Cardinal, avec Valentin et Céric notamment. Même William Cyprien, pas de mots on a fait ensemble. Voilà, j'ai eu beaucoup de bons moments ici. Voilà. Quand on dit l'OGC Nice, c'est une famille, c'était pas que le club. C'était avant tout l'équipe, le staff technique, le staff médical. Et on a passé des bons moments. Quand on était en stage en mise au vent, on était heureux d'être ensemble. Et ça, il y a beaucoup de clubs où c'est pas le cas. Et comment tu vois maintenant l'évolution de l'OGC Nice par rapport quand tu étais avec nous, quoi? Différent. Aujourd'hui, tu es un investisseur qui est arrivé avec des moyens financiers conséquents, un peu comme ce que j'ai pu connaître au PSG il y a plus de 10 ans maintenant, avec une évolution peut-être un peu plus lente que le PSG, où dès le premier mercato, tu as eu beaucoup de joueurs qui sont arrivés. Là, c'est beaucoup de joueurs, c'est un pari sportif, c'est un pari sur l'avenir. Je pense que les gens sont parfois un peu trop impatients avec l'OGC Nice, c'est un club qui est encore en construction. C'est un nouveau projet qui est mis en route. Aujourd'hui, les résultats sportifs sont plutôt bons. On n'est pas toujours satisfait de la qualité du jeu, notamment à domicile, et ça on peut l'entendre, mais je pense qu'il faut être plus patient avec cette équipe et qu'à un moment donné, il y aura de beaux résultats, parce qu'il y a jouer une PH et que tu gagnes un penalty, tout le monde se rappellera que tu es passé. Mathieu, bonsoir. Virginie. Bonsoir. Je voulais te demander, as-tu gardé des contacts avec tes anciens coéquipiers? Oui. Tous. C'est vrai? Tous, quasiment dans beaucoup de clubs. Alors, je finis c'est un peu plus parce que c'est récent, mais je vais te dire quand j'ai gardé beaucoup de contacts à Amiens parce que c'est le dernier club que j'ai fait. Mais alors j'ai fini, je parle souvent avec Dante, par exemple, mais parce que nous on s'est connus à Lille il y a presque 20 ans, donc on a une relation un peu particulière. Mais ouais, William, je parle souvent avec lui, Valentin, Papy Mendy, j'ai fait citer après la victoire en Cannes il y a quelques jours. Gardi, évidemment, bon, à thème, c'est un peu différent, on se voit régulièrement parce avant qu'il aille à Lille, on habitait sur Paris tous les deux. Mais moi, j'ai toujours gardé des contacts plutôt réguliers avec la plupart de mes coéquipiers partout dans les clubs où je suis passé, parce que je pense qu'on a quand même traversé et vécu des moments importants ensemble de vie, et c'est toujours bien de garder contact. David Ospina, non? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas parlé. D'accord. Ouais, j'avais gardé des contacts avec lui, notamment quand il était à Arsenal, et puis après chacun a un peu changé de numéro, donc c'est pas toujours simple. Et David, quand tu lui écris sur Instagram, c'est compliqué, là je sais pas combien de millions de followers, donc toujours plus dur avant qu'il te réponde. C'est vrai, c'est vrai. Que penses-tu de Christophe Galtier? Galette, moi je l'aime beaucoup. Je l'ai eu comme adjoint à Lyon. L'année on a tout gagné, quasiment.
Et je l'ai retrouvé à Saint-Etienne comme entraîneur principal, où j'ai gagné la Coupe de la Ligue grâce à lui et à l'équipe. Donc beaucoup de bien. Moi, ça s'est toujours très bien passé avec lui. Et tous les titres quasiment que j'ai gagnés, il était pas loin. Donc je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu. La dernière est champion à Lille. C'est pour ça que je dis qu'il faut être patient avec cette équipe et avec ce club. Aujourd'hui, il y a des bases qui sont solides. C'est troisième du championnat. Dans un championnat où il y a des clubs avec des moyens beaucoup plus hauts que l'OGC Nice. Et que tout va se mettre en place tranquillement. On se souvient à Lille, c'était un processus. Au démarrage, il a joué le maintien. Et après, à la fin, le titre. Et à Saint-Etienne, pareil, ça s'est construit sur plusieurs années. Voilà, avec des cadres qui ont grandi petit à petit. Il faut que les joueurs prennent un peu d'expérience. Il faut que le club essaie de garder ses meilleurs joueurs le plus longtemps possible. De continuer à faire son recrutement, qui est plutôt intelligent. Par exemple, Bilal Brahimi qui vient d'arriver, pour moi, c'est un très bon choix. Même s'il n'y a pas grand monde qui le connaît, moi je vous dis que c'est un bon choix. C'est quelque chose dans l'effectif qui fera sa place petit à petit. Stengs qui est un petit peu en difficulté, mais parce qu'il vient des Pays-Bas et le championnat c'est pas pareil. Moi je l'ai vu beaucoup jouer aux Pays-Bas. C'est un joueur qui a beaucoup de qualité, qui pourra apporter à un moment donné. Mais quand tu as ton premier gros transfert dans un pays, il arrive du Pays-Bas, il arrive sur la Côte d'Azur, c'est pas le même temps. C'est pas le même, il faut un temps d'adaptation. Mais voilà, ils ont fait beaucoup de bons coups. Merci. Allez, avant de passer à la séquence dédicace, un petit pronostic pour ce soir? Pas simple. J'espère évidemment que l'OGC Nice va gagner, mais j'essaie d'être toujours honnête. L'OM est une équipe compliquée à jouer en ce moment. Vraiment compliquée. Ils sont défensivement, c'est une équipe, c'est difficile de les mettre en difficulté. Il faut que l'OGC Nice soit très très bon techniquement. Il va falloir que la première situation la mette au fond pour les mettre un peu en difficulté. Parce que derrière, ils sont embêtants à Marseille. C'est-à-dire que c'est une possession très lente. Ils mettent du temps à faire des passes. Ils endorment un peu l'adversaire. C'est pas simple. Après, ça dépend du système. S'ils jouent le système qu'ils ont joué vendredi face à Angers, ce sera différent. S'ils jouent le système des semaines d'avant, c'est beaucoup de possession pour éviter de défendre justement avec l'adversaire et le ballon. Mais c'est un match qui peut convenir à l'OGC Nice. On est un peu moins ballon en transition, ils peuvent faire très très mal. Mais encore une fois, je dis techniquement, il va falloir qu'ils soient justes pour obtenir une qualification, parce que le plus important en coupe, c'est de se qualifier. Ce sera le mot de la fin de Mathieu Bonner, qu'on remercie chaleureusement. Vous allez pouvoir profiter avec lui quelques instants à présent. Moi, j'ai une pensée pour mon ami Laurent Prieto, que vous retrouverez bien évidemment pour le match d'Angers, le dimanche 20 février. Allez, bon match et viva! Viva Nisala! Hola mia bella Nisa, regina dei flu, li tiu vittorisa, io canterai tu giù, canterai di montagna, io tiu tan ric de cor, li tiu verdi campagna.